Bonjour à tous, bienvenue au Design Spot. Je suis Johan Montenot, chargé de projet en design. Et aujourd'hui, nous allons faire une conférence sur l'innovation. Alors, cette conférence s'inscrit dans un cycle en fait, de sensibilisation au design, cycle de conférences, mais aussi d'ateliers que nous faisons au Design Spot. Donc, je vous invite à aller voir sur le site internet pour retrouver toutes les informations. Et la prochaine fois, nous ferons donc dans un mois une conférence sur l'éco-design avec Frédéric Cadet, que nous invitons. Et aujourd'hui, nous avons invité Damien Cuoc d'InnoWide, tu vas nous parler de ton expertise en innovation, de méthodes, d'approches, différentes approches pour innover dans les projets. Et donc maintenant, je vais te laisser la parole, Damien, et je te laisse te présenter et commencer la conférence. Juste pour préciser, on va se faire deux petites pauses. Une pause au milieu de ta présentation, on va faire des questions-réponses, et une à la fin, voilà, où chaque participant pourra poser des questions sur le chat que je te poserai. Voilà. Et moi-même, j'aurai certainement des questions à te poser. Avec plaisir. Voilà, c'est à toi. Merci Johan pour cette invitation, pour cette opportunité de parler d'innovation, un thème dans lequel je baigne tous les jours. Donc, je suis Damien Cuoc, je suis fondateur et président d'InnoWide, donc une société du Paris-Saclay, jeune société, on a bientôt 5 ans, qui fabrique de l'innovation pour des clients. En fait, on a des clients qui viennent nous voir et pour eux, on explore des concepts, on prototype et on réalise des produits innovants. Et donc, l'innovation, c'est un peu mon quotidien. Et j'aime comprendre comment ça fonctionne, l'innovation, la créativité, et j'aime partager l'expérience à laquelle j'ai pu me confronter, laquelle j'ai pu m'initier aujourd'hui. Voilà. Et donc, je vais partager effectivement cette expérience à travers une conférence qui va être essentiellement partage d'exemples, de méthodes qui ont une certaine efficacité dans certains domaines, sans être dogmatique d'une méthode en particulier, plutôt présenter des principes clés et des petits tips et des petites choses qui peuvent aider dans l'innovation parce qu'il y a pas mal de pièges. Donc voilà, c'est intéressant de voir tout ça. Et puis, donc au plaisir de répondre à tes questions et à celles des personnes qui sont présentes sur cette conférence, effectivement en 2 temps, et puis j'essaierai, dans la mesure du possible, d'éclairer et d'apporter un petit peu d'informations complémentaires. Donc déjà, l'innovation, un processus aléatoire, point d'interrogation. C'est vrai que beaucoup de personnes se disent, mais finalement, pour innover, il faut avoir beaucoup de chance. Peut-être qu'il n'y a pas de processus et que je connais des processus très rigoureux quand je fais du développement classique et que finalement quand je veux faire de l'innovation, je fais un peu différemment et je fais sans processus, etc. Et ça va être basé sur la chance, le fameux Eureka, on se lève un matin, ça y est, j'ai l'idée. Alors si on base son innovation sur ce type d'approche, on risque fortement de déchanter rapidement parce que laisser la part au hasard, trop de part au hasard, c'est compliqué, ça manque de maîtrise. Et donc en fait, l'innovation, c'est tout sauf un processus aléatoire et un processus non structuré. Il y a une démarche structurée, il y a des étapes à respecter, il y a des choses à respecter, il y a des outils spécifiques qu'on peut utiliser qui vont venir donc cadrer cette innovation et qui vont permettre d'avancer. En revanche, c'est vrai qu'on voyage en incertitude dans l'innovation. Donc à la différence d'un projet où on sait à peu près où on va, si on est en train simplement d'améliorer un produit, les risques sont minimes et donc on sait mesurer l'avancement et c'est bien cadré, on n'est pas dans l'incertitude. Là, on part pour atteindre quelque chose dont on ne maîtrise pas totalement la composition finale, on ne maîtrise pas totalement l'effet que ça aura ou la valeur que ça va ajouter, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de processus. En revanche, ce processus est peut-être moins linéaire, on le verra, et surtout, il va laisser une part plus libre à des réorientations et à des changements de méthode. C'est pour ça que moi je ne pratique pas une méthode en particulier ou un principe en particulier. Je ne suis pas dogmatique parce que finalement on va pouvoir piocher différentes techniques et différents avantages qu'on a d'une méthode ou d'une autre. Donc toi tu as développé une forme d'intuition aussi sur quelle méthode va être la plus pertinente à tel moment du projet, soit peut-être en anticipant, soit peut-être à un moment où vous allez dire ah ben là j'aurais besoin de cet outil-là pour structurer ou orienter différemment le projet. Tout à fait. Ou s'assurer que les idées qui ont été trouvées correspondent bien aux besoins. Exactement. À l'intuition, peut-être parfois c'est de l'intuition quand on ne connaît pas, puis progressivement avec l'expérience et la connaissance qu'on construit au fur et à mesure, on sait que cette méthode est plus appropriée pour telle problématique.
Mais c'est vrai que voilà, je n'aime pas rester enfermé dans une méthode en particulier. Donc des méthodes, il en existe beaucoup, et c'est souvent aussi du marketing, ces méthodes. Donc le design thinking, on connaît bien, la pensée designer est une méthode, mais elle ne répond pas à toutes les problématiques. Elle va permettre de cadrer, d'expliquer, de donner différentes étapes. Il existe d'ailleurs plusieurs variantes avec 3 étapes, 5 étapes, 7 étapes. Donc déjà, les spécialistes vont un peu s'écorcher là-dessus, et ce n'est pas l'objectif. Et puis, par exemple, sur la phase d'idéation, elle n'apporte pas d'outils spécifiques pour trouver des idées, faire émerger des idées, qui est souvent très compliqué. Il ne suffit pas de dire il faut avoir la bonne idée. Parfois, c'est comment je vais trouver cette idée-là, parce qu'on est bourré de biais, on le verra. Voilà. Et puis, il existe d'autres méthodes qui sont peut-être plus centrées sur des instants plus précis du processus d'innovation, comme des outils comme ASIT ou TRIZ, qui vont être focalisés sur l'approche, l'idéation par exemple. Le Lean Startup, qui est plutôt une approche, une démarche de dire finalement je construis progressivement mon produit de manière itérative pour détecter des imperfections. Voilà, donc toutes ces méthodes sont bonnes à prendre, et il ne faut pas être dogmatique, je pense, d'une méthode. Et faire attention des sociétés qui ont tendance un peu à marketer une méthode et à dire c'est celle-ci la bonne méthode, les autres oubliez-les. C'est toujours dangereux, je pense, d'être dogmatique, surtout en innovation. Ensuite, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est peut-être quels sont les points clés communs à pas mal d'innovateurs, à de grands innovateurs. Donc, j'en ai mis quelques-uns connus. Donc Thomas Edison, évidemment, James Dyson pour son aspirateur, et puis derrière tous ses produits. Gutenberg, donc on voit que l'innovation, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça remonte un peu loin que ça. Puis Steve Jobs, par exemple, et puis il en existe beaucoup d'autres. Et puis j'ai mis les connus, puis il y a tous ceux qui naviguent dans l'ombre, qui pourtant font de très très belles innovations. Et donc l'objectif, c'est de voir comment résonnent les innovateurs. C'est sur quatre piliers, en fait. Premièrement, c'est comment est-ce qu'on détecte un besoin, ou comment est-ce qu'on cible un champ d'innovation sur lequel on veut se challenger, sur lequel on veut travailler. Deuxièmement, c'est effectivement comment identifier des solutions qui soient vraiment différenciantes et qui apportent de la valeur par rapport à ce qui existe, donc quelque chose qui n'existe pas ou qui est vraiment différent de ce qui existe. Troisième point, ça va être comment construire de la connaissance, de nouvelles connaissances, parce qu'en innovation, il y a des choses qu'on ne sait pas, et donc il faut construire de la connaissance, donc quels sont les principes et comment construire cette connaissance. Et enfin, comment on va rythmer ce processus. On a parlé, il est cadré, structuré, donc il y a des étapes à respecter, mais ces étapes, à quelle vitesse elles arrivent, si on doit faire des allers-retours, quand est-ce qu'on les fait, etc. Donc voilà, ça va être un petit peu l'objectif des thèmes que je vais essayer d'aborder aujourd'hui. Que je vais aborder, mais que je vais essayer d'expliquer et d'être le plus clair possible. Donc l'innovation, alors déjà de quoi parle-t-on? Donc, très rapidement, l'innovation, on l'a dit, ça date pas c'est pas récent, ça date d'il y a longtemps, mais à chaque époque, il y a eu un peu un objectif différent de l'innovation. Au début du XXe siècle, on était surtout sur de la publicité créative. Celui qui faisait la meilleure pub vendait ses produits, plus que centré sur le produit, c'était faire connaître son produit. Puis est arrivé progressivement des approches beaucoup plus centrées sur les besoins de l'utilisateur, mais on le questionne, on lui demande qu'est-ce que tu veux, et on répond exactement à son besoin. Donc est-ce que là on est dans de l'innovation, est-ce qu'on est capable d'être en rupture? On va le voir, mais l'utilisateur ne sait pas forcément ce qu'il attend dans le futur. Le marketing viral, qui est plus l'époque dans laquelle on est, qui est j'ai des innovations très différenciantes, je produis des innovations différentes et qui ont un effet waouh, et puis je vais miser sur l'effet viral pour faire connaître l'innovation, pour me différencier, apporter quelque part un peu plus d'affect à mon produit, et puis faire en sorte que mon produit soit séduisant, que j'ai une image de marque qui donne envie d'acheter, avec des grandes marques comme Apple, etc., qui ont des très bons produits, mais qui aussi ont une image forte avec des effets waouh et une user experience, donc une expérience utilisateur très très forte. Voilà, et puis aujourd'hui, demain et aujourd'hui, c'est de l'innovation qui sera beaucoup plus centrée, je l'espère, sur des enjeux environnementaux et des enjeux sociétaux. Donc voilà, chaque époque. Mais on va retrouver des constantes, quel que soit l'objectif de l'innovation finalement. Innover, c'est sortir quelque chose de nouveau, et donc aller en dehors de ce qu'on connaît. Et donc ça nécessite de passer des biais, de franchir des obstacles. Voilà. Donc tout est commun, quel que soit l'objectif qu'on se fixe sur l'innovation. Alors une innovation majeure, je vais parler d'innovation majeure parce qu'il y a l'innovation incrémentale, qui est finalement l'innovation qui est de l'amélioration de produits. On en fera toujours, et c'est très bien, mais ça consiste à dire j'ai un produit qui existe, je veux suivre une tendance, je ne veux pas me faire rattraper par la concurrence, ou je veux rester dans la compétition, et donc je vais améliorer mon produit.
Donc on sait très bien ce qu'attend l'utilisateur en termes d'amélioration. L'innovation majeure, qui peut être soit adjacente, soit radicale ou de rupture, ça va être une innovation qui crée de la valeur. Il y a un saut de valeur. Donc avant, j'avais un produit qui apportait une valeur, et là je crée une nouvelle valeur, ou je crée une valeur qui est bien plus forte et perçue comme telle par les utilisateurs. Et puis le deuxième point essentiel à l'innovation majeure, c'est qu'on résout un problème par une solution qui est nouvelle. Nouvelle dans un contexte d'usage. Elle peut déjà exister, cette solution, mais elle est vraiment appliquée dans un contexte particulier. Et donc c'est quelque chose de nouveau qui n'est pas simple à imaginer. C'était évident de trouver cette solution. C'est que si ça n'existe pas aujourd'hui, c'est qu'il fallait faire preuve d'une créativité, d'une inventivité assez forte pour mettre au point cette solution. Donc voilà les deux critères majeurs que l'on va essayer de voir à travers donc la première partie plutôt sur l'approche valeur ajoutée. Donc faire de l'innovation valeur, c'est apporter de la valeur perçue au client. Donc la valeur perçue, c'est quelque chose de totalement personnel à l'utilisateur. C'est de se dire finalement il me résout un besoin, il résout un problème. Cette innovation me permet d'aller là où avant je ne pouvais pas aller, ou pas avec le même confort, pas le même niveau de performance, pas aussi rapidement, etc. Et puis c'est à mettre en regard évidemment que le coût que représente le coût d'acquisition de cette innovation. Et donc l'innovation valeur, c'est cibler juste, c'est-à-dire c'est avoir une perception de valeur très forte pour un coût qui est admissible. Voilà. En design thinking, on retrouve cette approche avec les trois domaines où une innovation, c'est à la fois désirable, c'est faisable techniquement et c'est viable, c'est-à-dire que c'est économiquement viable. Et donc, il faut s'intéresser à l'utilisateur et comprendre son besoin. Et donc, il faut déceler le besoin de l'utilisateur. J'ai utilisé le terme déceler parce qu'en fait, il ne suffit pas d'analyser le besoin. Parfois, le besoin, il est sous-jacent, parfois il n'est pas explicite, on a un besoin implicite. Et c'est très très difficile d'exprimer le besoin et de comprendre le besoin de l'utilisateur. Donc du coup, je parle de déceler le besoin de l'utilisateur. C'est comprendre finalement qu'est-ce qu'il attend ou qu'est-ce qu'il n'est pas conscient d'attendre, mais qu'est-ce qui ferait que si je lui propose telle ou telle innovation, ça va représenter une valeur forte pour le consommateur. Parce que je résous un problème fort, épineux, parce que je résous un problème sociétal, un problème environnemental, etc., qui n'est pas aujourd'hui résolu. Et je ne le résous peut-être pas de l'approche la plus directe, celle qu'on imagine. Pour décarboner, j'imagine, je vais faire des grandes machines qui avalent le carbone. C'est peut-être pas simple, c'est peut-être coûteux, c'est peut-être pas à mettre en œuvre, et donc je vais avoir besoin de trouver des innovations qui soient différentes et qui soient vraiment en rupture avec ce qu'on imagine. Et ce que tu disais par rapport à la donc déceler le besoin de l'utilisateur, nous c'est ce qu'on appelle, effectivement on peut parler de méthode de design thinking, mais moi je parle plutôt de co-conception centrée utilisateur ou conception centrée utilisateur. Donc c'est s'intéresser effectivement aux utilisateurs qui ne connaissent pas forcément ces besoins qui n'arrivent pas forcément à exprimer. Et j'avais entendu parler de signaux faibles quand on fait des études de ce type-là. Oui, est-ce que c'est quelque chose Alors, moi je vais parler jusqu'à utiliser ça, et puis c'est pas forcément toutes mes compétences, mais ce qu'il faut retenir là, c'est effectivement il y a l'utilisation des signaux faibles. Bon, moi je vais plutôt regarder les tendances. Quelles sont les tendances sociétales, etc. Et puis surtout, comme tu disais, c'est travailler avec les utilisateurs. Et donc, et je vais passer sur le slide suivant, c'est finalement quand on se dit comprendre les utilisateurs et leurs besoins, peut-être qu'une étude de marché va me répondre à ça. Mais je pense que c'est une fausse bonne idée, l'étude de marché, qui consisterait simplement à capturer de la donnée qui est de comportement d'achat des utilisateurs et de se dire avec ça, je vais détecter finalement ce qu'ils attendent. Parce que tel quel, c'est de la donnée qui est plutôt actuelle, voire même passée, et dont on n'est pas projeté dans le futur. Donc, ils achètent ce qui est disponible. Voilà, ils achètent ce qui est disponible, et ils ne savent pas exprimer forcément à travers les achats, on ne comprend pas forcément ce qu'il faut proposer à l'avenir. Il faut plutôt travailler avec les utilisateurs. Plus que de les interroger en direct avec un formulaire, qu'est-ce que vous attendez, etc., puisqu'ils vont avoir du mal à exprimer le besoin. Dans la mesure où le besoin, on s'habitue finalement, l'hédonisme fait qu'on s'habitue aux situations, qu'elles soient négatives ou positives. Et donc on peut faire une activité et on n'est pas conscient qu'on peut l'optimiser. On s'est habitué à la faire d'une certaine manière. Donc si on interroge qu'est-ce que vous attendez, non, tout va bien, j'attends rien. On s'adapte très bien. Et en fait, une fois que les produits arrivent, on se dit ah finalement c'est bien. Et souvent on entend l'expression on a créé le besoin. En fait, on ne crée pas le besoin est là, c'est qu'on y répond encore mieux. Quand les smartphones sont apparus, on n'a pas créé le besoin d'utilisation smartphone. Le fait d'avoir un outil qui permet de faire du jeu, du ludique, de la détente, le fait de communiquer, etc., c'était présent. Le besoin d'avoir des informations relativement de façon instantanée, c'était présent. Simplement, on y répond de mieux en mieux avec des outils qui sont plus adaptés que ce qu'il y avait avant. On n'a pas créé le besoin. Et donc, ce qu'il faut, c'est travailler avec les utilisateurs, et plus que de les interroger, c'est les observer. C'est les mettre en situation, les observer,
regarder comment ils fonctionnent, comment ils font les choses, pour détecter justement, ah tiens, j'observe et il fait toujours le même geste et donc il risque de souffrir d'un trouble neuromusculaire, enfin un TOC, TMS, ouais. TMS, pardon, TMS, musculo-squelettique. voilà. Et donc je me dis, voilà, peut-être qu'en l'aidant avec un exosquelette, en l'aidant avec un produit mieux pensé, plus ergonomique, etc., je vais résoudre ce problème. Et si on demande à l'utilisateur, lui, il ne s'en rend pas forcément compte parce que ça fait partie de son quotidien et puis peut-être qu'il ne souffre pas encore du TMS et donc il n'a pas conscience de ça. Et ça, c'est un travail d'ergonome. Oui, complètement. Ok, Ouais. d'accord. Mais c'est important de bien aborder la compréhension du besoin sous l'angle observation, compréhension, plus que sous l'angle j'interroge et je dis finalement qu'est-ce que vous voulez. Alors que la plupart des, et on va le voir, des processus de projets classiques, on démarre par ce qu'on appelle l'analyse du besoin et le cahier des charges. On écrit voilà ce que je veux. Et peut-être que ce qu'on écrit dans le cahier des charges, c'est pas ce qu'attend l'utilisateur parce que finalement on est pas dans une démarche d'observation, mais dans une démarche de je pense que le produit idéal c'est celui-ci. Et donc observer l'utilisateur, donc là je vous présente une carte d'empathie qui est un outil qui peut être utilisé, qui est assez simple à utiliser, c'est d'identifier finalement ce que l'utilisateur écoute, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, etc. Et aucunement il y a finalement quel est son besoin. On doit déduire son besoin de tous ces aspects-là, mais c'est pas quel est le besoin de l'utilisateur, c'est plutôt quelles sont ses aspirations, mais c'est pas son besoin direct. Donc ça c'est un outil très fort et ça évite de tomber dans le travers de dire à l'utilisateur qu'est-ce que vous attendez. Et si on avait demandé à l'époque du Nokia 3310, téléphone à clapper, que peut-être certains derrière qui nous regardent n'ont pas connu, on leur a demandé, mais finalement, pour vous, le futur téléphone, c'est quoi? Ils auraient certainement dit, je veux un téléphone encore moins cher. Ça, c'est souvent ce qui ressort quand on demande ce qu'attend un utilisateur ou un client d'un produit. Peut-être plus léger, encore un peu plus petit, avec encore plus d'autonomie. Je pense que le Nokia 3310 devait avoir 1 semaine à 15 jours d'autonomie. Voilà. Et, là, on est à l'inverse, quoi. C'est ce que tu es en train de dire. Voilà, et certainement que du coup, ils ne se seraient pas dit je veux un téléphone plus gros, plus lourd, plus cher. Que je dois recharger 2 fois par jour et beaucoup plus cher. Et pourtant, le Nokia 3310 et d'autres téléphones de cette époque ont été remplacés par les smartphones. Donc on voit bien que l'interrogation directe des besoins n'aurait pas conduit à l'émergence de cette innovation produit. Et puis, bon, il y a une part de posture qu'il faut avoir, c'est être capable quand on est sur un domaine, de prendre du recul, d'être curieux, de s'intéresser vraiment, mais profondément de s'intéresser à l'utilisateur. Donc, moi, dans mon métier chez InnoWhite, quand un client me sollicite pour un développement de produit, j'aime bien commencer par une phase de cadrage où je vais essayer de comprendre son métier, ce qu'il va en faire. Je ne lui demande pas, mais votre produit, vous attendez quoi du produit? Quelle couleur il doit être, etc. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que font les utilisateurs? Dans quel cadre? Pour vraiment m'imprégner et être capable d'être force de proposition. C'est de dire, vous me dites ça, mais de ce que j'entends ça, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à explorer telle et telle voie? Donc ça, c'est important. C'est de travailler en organisation ouverte et très diversifiée aussi. Ce que fait un designer, mais c'est de ne pas être centré sur une vision, un point de vue et un ressenti, c'est de travailler avec des gens qui ont des parcours différents, parce que c'est très riche. Et puis c'est de lutter contre ces démons, ces fameux obstacles qui brident la créativité, qui vont brider finalement l'émergence d'idées. Et on va le voir avec quelques techniques qui sont des techniques très dirigées, très rationnelles finalement. C'est pas que dans la posture de dire il faut être créatif. L'injonction d'être créatif ne suffit pas. Voilà. C'est vrai pour beaucoup de choses. Et puis un autre aspect qui peut être intéressant, c'est de s'intéresser pas seulement aux clients que l'on a aujourd'hui et qui sont utilisateurs de ces produits que l'on veut faire évoluer, mais c'est de s'intéresser aux non-clients et aux utilisateurs extrêmes. Les non-clients, et de comprendre est-ce qu'il y a un dénominateur commun à tous ces non-clients, et est-ce que je suis passé à côté de quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire évoluer mon produit, mon service. Quand je parle de produit, je parle de biens, de services, ou voire même de procédés, pour attirer, pour travailler et proposer mon innovation à des non-clients qui deviennent des nouveaux clients, et puis les utilisateurs extrêmes. Ces utilisateurs avec cette capacité de hacker un produit existant et de l'emmener là où on n'imagine pas, et c'est une source d'idées formidable. Dans les exemples, le Cirque du Soleil, l'exemple on réinvente le cirque pour attirer des non-clients, des gens qui n'allaient pas voir le cirque parce qu'ils n'avaient pas de petits-enfants à amener voir le cirque, et qui vont voir le cirque parce que c'est un cirque différent. Salomon qui travaille beaucoup avec les utilisateurs extrêmes, donc les trailers de l'extrême, pour comprendre de quoi ils ont besoin, comment fonctionne un trail, etc. et finalement quel produit je peux développer qui réponde à ces utilisateurs extrêmes, mais du coup qui va
permettent de construire une gamme de produits très différente et avec beaucoup de valeur ajoutée par rapport au basket classique et qui va se vendre, le mass market va être sur le grand public. Et puis les compagnies low cost comme Ryanair, Lidl qui vont développer, augmenter certains critères très fortement le prix au détriment d'autres critères, mais d'être finalement très clivant, de dire je réponds à une vraie demande sur un point, quitte à dégrader totalement d'autres points, et puis parce que c'est pas ce que recherchent les gens, parce que je veux m'adresser à des non-clients aujourd'hui qui n'ont pas le moyen un budget pour voyager en classe affaires et qui vont décider de voyager autrement. Bon, tout ça évolue. Ces compagnies, je prends un exemple qui, avec le Covid, il y a encore tout évolue tout le temps, donc l'innovation, c'est important d'en faire en permanence. Et puis explorer le contenu fonctionnel ou bien émotionnel d'un produit ou de ses clients pour comprendre finalement où est l'affect, où est le passionnel, et aussi répondre à ça, parce que c'est très important. Il y a encore évidemment un désir d'achat qui est des fois ancré très fortement. C'était le cas dans l'automobile il y a quelques années, ça l'est moins, parce qu'aujourd'hui les automobilistes sont un peu fustigés, un peu accusés d'être tort de la pollution ou autre, mais il y a encore des achats qui sont très passionnés. Moi, je fais beaucoup de sport, et notamment du vélo, et l'achat d'un vélo, par exemple, c'est tout sauf rationnel. Les prix peuvent être démentiels, et il y a un côté. Et donc, si les constructeurs, les fabricants de vélos, par exemple, qui ont compris ça, peuvent proposer des produits qui soient vraiment différents, pas sur des aspects techniques, parce que finalement, ils vont intégrer les mêmes composants qui viennent des mêmes fournisseurs, mais sur l'aspect ergonomie, design, esthétique du produit. Bon, donc là, tu parles complètement du métier du designer qui va être créer de la désirabilité dans l'objet, et puis donner une image, une identité, et s'inscrire dans un univers, dans quelque chose qui nous parle, en fait. Et c'est vrai aussi sur des produits qui s'adressent du B2B, qui s'adressent à des professionnels, à des entreprises. Il y a aussi ce côté passionnel, pas seulement l'achat en tant que particulier. Tout à fait. Donc c'est important. Et le design est important, effectivement. Donc on a vu, on s'intéresse à ses clients et aux besoins. Ensuite, il faut trouver les solutions ou la solution qui permet de répondre à ces besoins qu'on a identifiés et qu'on est allé débusquer. Mais malheureusement, trouver de nouvelles solutions, c'est pas simple, il y a plein d'obstacles. Parce qu'on souffre de biais cognitifs. Donc ce sont des biais que l'on a, qui sont inconscients, et on a un raisonnement qui passe à travers des filtres du cerveau liés à notre culture, liés à notre formation, liés à notre histoire. Et avec quelques biais, alors il en existe des dizaines, des trentaines, une trentaine de biais peut-être, et il en existe 3 surtout qui sont, je trouve, assez présents quand on fait de la créativité. C'est le biais d'ancrage, qui est celui de s'en tenir à sa première impression finalement, et de ne pas re-questionner. On comprend, on croit qu'on a bien compris, et on cherche une problématique, alors que finalement l'information initiale n'était pas tout à fait ça. Donc on ne re-questionne pas. Un enfant le fait très bien de questionner. Et plus on gagne en maturité, plus on a l'impression, parce qu'on sait des choses, que c'est pas utile de re-questionner. Et ça, c'est un vrai problème. Donc il ne faut pas hésiter à re-questionner, reformuler, s'assurer qu'on a bien compris, etc. Voilà. Ça, c'est intéressant. Mais là, on est dans la posture. Il faut le faire, il faut être conscient de ça. Un autre biais assez présent, c'est le biais de confirmation. Finalement, c'est ne vouloir comprendre et prendre comme information utile que les informations pour lesquelles on adhère déjà. C'est un biais qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui sont très clivants et très polarisants. Finalement, on va suivre des informations dans les réseaux sociaux, et toutes les informations qui ne sont pas dans la mouvance que l'on suit, sont tout de suite considérées, on les considère en disant ça doit être faux, c'est un fake, il n'y a pas de preuves, etc., etc. On voit, c'est très clivant. Donc c'est de considérer finalement, le remède à ça, c'est de considérer toute information avec la même importance, et puis de dire je l'accepte cette information, et puis je vais chercher par moi-même cette information, est-ce qu'elle fait sens, est-ce que j'ai le droit de ne pas être d'accord, mais je ne vais pas la rejeter spontanément. Donc même si elles sont en contradiction avec ton principe de base, et au contraire... avoir un vrai débat constructif, et puis prendre des informations. Et encore une fois, c'est facile de le dire, c'est pas toujours facile de se rendre compte qu'on est rentré dans ce mode-là. En tout cas, savoir que ça existe, comprendre son mécanisme et savoir ce qu'il faut faire, c'est déjà un premier pas vers... Mais on en souffre tous, et tout le temps. Même j'en suis conscient, et je me dis des fois, oh là là, mais, mon Dieu, il faut chasser ce biais. Un dernier biais, pour en finir avec les biais, c'est le biais de conformisme. C'est celui qui consiste à dire, j'ai envie de ressembler à mes semblables. Il y a des codes sociaux à respecter. Et donc, ça c'est très présent quand on fait une séance de brainstorming, par exemple, où on n'ose pas dire des choses parce qu'on sent qu'il y a une tendance pour partir vers telle ou telle idée, telle ou telle
voilà, enfin, solution et on va accepter, enfin, on va suivre cette solution au risque, parce qu'on a peur du risque d'être pris pour une personne qui pense bizarrement, qui pense, donc ça c'est assez fort là-dessus. Donc un des remèdes, ça peut être pas mal en brainstorming, c'est par exemple de faire du brainstorming inversé. Au lieu de poser une problématique et de dire comment faire pour résoudre telle solution, c'est dire comment faire pour l'aggraver. Et là, on va déclencher un côté ludique et on va déclencher des choses où on va chercher à aller plus loin que son voisin. Et au contraire, on va s'éloigner de ça et on va exacerber le fait de vouloir être différent et de chercher des solutions pires. Et puis une fois qu'on a des solutions, comment faire pour aggraver telle situation, il suffit il faut essayer de prendre l'inverse des solutions proposées pour peut-être se dire, j'ai peut-être dans ce que j'ai proposé comme idée des solutions qui peuvent être pertinentes. Donc c'est libérer la parole par ce petit jeu. Voilà. Par un jeu pour casser un peu un biais qui est présent. Et comme ces biais sont inconscients, effectivement, l'apport d'outils permet de s'en rendre compte, de sortir de ces biais. Parce qu'il ne suffit pas de dire ne souffre pas de tel biais, encore une fois c'est une injonction, mais si on en souffre de façon inconsciente, on a du mal à en sortir. Et puis il y a des biais, les biais cognitifs, donc les filtres, et puis il y a des phénomènes très particuliers qui sont le phénomène de fixation fonctionnelle, qui est finalement j'ai des connaissances et j'ai du mal à sortir de ces connaissances. Un exemple, c'est la mission Apollo, première mission où on envoie un rover sur la Lune avec objectif de passer derrière sur la face cachée, donc j'ai besoin de lumière sur mon rover, et j'utilise des ampoules à filament à l'époque, donc c'est un filament dans lequel passe du courant, il rougeoie et puis il ne se consume pas parce qu'il est enfermé dans un gaz inerte ou dans le vide sous un globe de verre. Le problème c'est que ce globe de verre, les essais ont montré que le globe de verre cassait au décollage, à l'atterrissage, etc. Peu de temps avant ça a failli mettre en péril la mission. Les ingénieurs de la NASA se sont penchés sur les solutions, ont trouvé plein de solutions qui ne convenaient pas, et puis un matin, un ingénieur a dit, mais en fait finalement, le verre, le globe, il est utile sur la Terre pour garder un gaz inerte, parce qu'il y a de l'oxygène. Sur la Lune, il n'y a pas d'oxygène, donc on peut faire une ampoule à filament sans verre. Du coup, le globe ne casse pas, puisqu'il n'y en a plus. La solution, une fois qu'on l'a sous les yeux, on se dit, mais c'est évident, et pourtant, il a fallu des jours et des jours pour la trouver, par des ingénieurs qui, a priori, avaient la tête bien faite, les ingénieurs de la NASA. Parce qu'ils ont souffert de biais de fixation. Finalement, l'ampoule, ils la connaissaient tellement bien, ils avaient compris pourquoi elle était faite comme ça, qu'ils ont du mal à la voir autrement. Et donc, il faut trouver des outils pour voir ça autrement. Et plus on a d'expérience, plus on a de connaissances, plus finalement il est difficile, plus on souffre de ce biais de fixation, de cette fixation fonctionnelle, et plus il est difficile de sortir des solutions connues. Ça a été mis en évidence par Karl Duncker, donc c'est un psychologue. 1945, il a fait des expériences où il conviait des personnes à rentrer dans une pièce dans laquelle il y avait, donc sur l'image de gauche, une boîte remplie de punaises, une bougie, des allumettes, et le challenge qu'il leur demandait, c'était trouver une solution pour fixer la bougie sur le mur, l'allumer sans que la cire ne coule sur la table. Peu de personnes trouvaient la solution, finalement. Il faisait sortir les personnes, il faisait rentrer les personnes dans une pièce où il avait simplement vidé les punaises sur la table. Et là, une majorité des personnes trouvaient en disant, mais finalement, je prends la boîte qui sert de contenant de punaises comme un réceptacle, je le fixe au mur par des punaises, je pose ma bougie sur la boîte, et vous avez la solution à droite, je l'allume et je réponds à mon challenge. Et donc on voit bien que les gens étaient fixés sur le fait qu'ils n'ont pas trouvé d'autres fonctions à la boîte de punaises, finalement. La boîte de punaises, c'est pour servir des punaises, et j'ai du mal à imaginer quelque chose d'autre. Et donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en évidence ce biais de fixation fonctionnelle. Et en plus, il a montré que finalement, en déconstruisant ce que l'on connaît, on le déconstruit en éléments plus simples, on arrive finalement à reconstruire quelque chose de différent. Et donc ça va être une des approches très très utiles que je vais présenter un peu plus dans le détail, qui consiste à dire je déconstruis pour mieux reconstruire différemment et sortir de ce biais. Et donc c'est ce qu'on va voir, c'est sur finalement l'approche des solutions, c'est comment trouver finalement des solutions différenciantes, des solutions qui ne sont pas connues aujourd'hui et qui sont nécessaires pour développer des solutions qui vont répondre à de nouveaux besoins ou apporter de nouvelles valeurs. Donc, l'approche est assez proche finalement de ce que fait la nature. La nature est bien faite, c'est intéressant d'observer, et peut-être que c'est des choses qui avaient été abordées dans le dernier sur le biomimétisme. C'est s'inspirer de l'évolution de la nature. Évidemment, on descend tous d'une même espèce. Et donc là, sur la slide, vous avez ce qu'on appelle l'arbre phylogénétique, qui est l'arbre des espèces, où finalement, à chaque fois qu'il y a une branche, deux branches, une rupture, c'est qu'on avait un ancêtre commun, et puis qu'une nouvelle espèce avec de nouvelles caractéristiques est apparue.
Et donc ça se produit parce que la nature a des défauts et qu'il y a des variations dans l'ADN. Et ces petites variations peuvent conduire à des espèces non viables, mais aussi à des espèces qui sont viables et qui présentent de nouvelles caractéristiques. Et ensuite vient la sélection très forte de la nature. Si ces nouvelles caractéristiques apportent un avantage, l'espèce se développe, et ainsi de suite. Et donc, avec le temps, on parle de millions d'années, de nouvelles espèces se sont créées, et donc on retrouve l'arbre phylogénétique avec des ancêtres communs. Donc nous, on est sur la branche des hominidés, voilà, et on a des ancêtres communs, et puis des différenciations qui sont faites. Et on se dit finalement, on a créé une nouvelle espèce de façon liée au hasard. Ce serait intéressant peut-être d'arriver à répliquer ça, et de façon un peu plus déterministe et de façon plus dirigée, pour provoquer et ne pas attendre le hasard, l'erreur, même si la sérendipité existe, même si parfois des erreurs de manip font qu'on crée ces variations. Mais là, c'est basé sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Or, ce qu'on veut, c'est innover à la demande, c'est créer des produits à la demande. C'est j'ai un besoin, je veux innover parce que j'en ai besoin pour rester concurrentiel. Comment faire pour forcer ce mécanisme finalement? Il faut aller vite, parce qu'on n'a pas des millions d'années quand on veut... Et on n'a pas des millions d'années. Il faut mettre une nouvelle innovation sur le marché, quoi. Complètement. Donc je trouve ça assez inspirant, et c'est intéressant de faire l'analogie avec la nature. Et donc si on poursuit cette analogie, si on dessine l'arbre phylogénétique des aspirateurs, donc on a un ancêtre commun qui est les premières ébauches d'aspirateurs, donc sur le principe de je crée une aspiration, j'aspire le sol et je sépare les poussières et l'air à travers un sac qui va à la fois servir de filtre et à la fois servir de réceptacle et de contenant de ces poussières. Donc ça remonte à 1869, un aspirateur qui se manipulait à la main avec une manivelle, donc pas très pratique, mais enfin l'invention est là. Donc on a une invention, peut-être pas une innovation, parce que je ne sais pas si cette invention a trouvé un marché, mais enfin l'invention était là. Ça s'est industrialisé et un petit peu raffiné. C'est Hoover finalement qui a lancé l'industrialisation de l'aspirateur tel qu'on connaît. Aux États-Unis, d'ailleurs, on parle de Hoover, on passe son Hoover, enfin je ne sais pas si on le dit encore, mais en tout cas c'est devenu le nom commun. Et donc cet aspirateur 1936, l'aspirateur amovible, à tuyau amovible, l'aspirateur traîneau, donc ça remonte à quelques décennies, et aujourd'hui c'est encore la manière dont fonctionnent les aspirateurs classiques. Et donc là on est sur ce qu'on appelle un concept dominant, ou un dominant design, qui est vraiment une structure de produit d'une certaine manière, et cette structure depuis 1936 n'a pas évolué, c'est toujours le même principe. Ce qui a évolué, c'est évidemment à la marge la manière dont la couleur du produit, la forme, les matières utilisées, le poids, la puissance de l'aspirateur, la forme du balai. On invente des formes triangulaires pour aller dans les coins, etc. Mais au final, l'ADN du produit est sensiblement la même et on n'a pas de rupture. Donc on a un produit qui ne se différencie pas. Tous les aspirateurs, avec toutes les grandes marques, c'est difficile de différencier. Il faut faire preuve de beaucoup de marketing, de publicité, etc. Et puis James Dyson a eu son idée de dire finalement je rêve d'un aspirateur qui ne perd pas sa puissance au fur et à mesure du temps, parce que sur un aspirateur classique, un sac se remplit et l'aspiration diminue. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, il a supprimé la source du problème en supprimant le sac. Évidemment, ça a été simple, il a fallu trouver une solution alternative au sac. Donc on a une première rupture qui est mon concept dominant d'un aspirateur fait avec un moteur qui aspire et l'air passe dans un sac. Je supprime le sac et je le fais autrement. Donc on change vraiment l'ADN de l'aspirateur. Donc il a dû séquencer l'ADN et puis faire des montages d'ADN pour trouver des... Et puis vous avez l'autre aspirateur, l'aspirateur robot, où là on va sur des choses inconcevables pour un aspirateur, c'est-à-dire je fais un aspirateur qui aspire une petite quantité, qui aspire très mal, mais finalement c'est pas grave parce que son usage est différent. Je joue aussi sur l'usage, c'est-à-dire que je vais le laisser passer longtemps, et donc il aspire mal longtemps, et au final il va avoir un pouvoir de nettoyage qui est satisfaisant et qui aspire surtout tout le temps plutôt qu'une fois par mois. Une fois de temps en temps, ouais. Et en plus voilà, c'est qu'il travaille pour nous, et donc ça permet effectivement de passer peut-être plus souvent que ce qu'on fait quand on doit le passer seul. Donc voilà l'exemple type. Et donc ce qui est intéressant, c'est de savoir comment forcer ces départs de branches, ces départs avec des outils, pour forcer ça et se dire je m'appelle pas James Dyson, je pense que je ne suis pas créatif, etc. Non, oublions ça. On peut travailler seul ou en équipe d'ailleurs, c'est souvent préférable de travailler en équipe, et en utilisant des outils, se dire finalement comment je peux arriver à
trouver un produit qui soit vraiment différent et je sors de ce concept dominant. Il me semble que James Allen, il avait eu beaucoup de mal avant de sortir son innovation, quoi. Oui. Donc il a déposé des brevets, proposé, j'imagine, la solution à des industriels potentiels, et nous voyons que ça ne prenait pas. C'est aussi c'est des innovations où j'imagine les industriels se disent oui, mais je vais aussi tuer mon marché. Oui. Il y a un marché sur la vente des sacs, des aspirateurs. Du coup, c'est un nouveau modèle où on ne fait plus comme pour les imprimantes, Exactement. avec des cartouches d'encre. C'est-à-dire que c'est un nouveau modèle où Oui. derrière, on avait aussi des rentrées d'argent par rapport à ces ventes de consommables. Complètement. Ça demande de repenser à la fois son organisation et souvent c'est difficile pour des sociétés bien établies. C'est pour ça que ce sont souvent des nouveaux entrants qui proposent des choses parce qu'ils partent de la page blanche. Ils ont cet avantage et plein d'autres inconvénients évidemment parce que James Dyson a galéré n'arrivant pas à trouver d'industriel capable, souhaitant industrialiser son innovation. Il s'est lancé tout seul avec tout le succès qu'on connaît, mais ça a été, je pense, un parcours compliqué. Et donc en tant que nouvel entrant, on peut se permettre de disrupter pour faire du néologisme, du franglais, disrupter son marché, puisqu'on n'en a pas. Par contre, une société établie a du mal à le faire. Et on va le trouver effectivement dans les imprimantes. Tuer son marché en disant je fais une imprimante dont on ne change plus la cartouche, c'est se priver d'une source de revenus importante. Et ça a été le cas pour Kodak. Par contre, Kodak, ça a été l'inventeur quand même de l'appareil photo numérique. Il détenait l'appareil photo numérique en interne, et puis on a dit non, mais là c'est un killer de notre business, donc on le met de côté. Finalement, c'est d'autres qui ont sorti le produit et ça a signé la fin de Kodak. Donc il faut aussi peut-être voir des opportunités et pas voir simplement son marché au jour J, mais de se dire ça évolue et si c'est pas moi qui le fais, c'est d'autres qui vont le faire à ma place et donc je vais me faire sortir. Et la difficulté, oui, elle est quand même présente, surtout pour les grandes sociétés parfaitement établies. Et puis effectivement, James Dyson a eu du mal à mettre au point. Il est passé par des phases de prototypage assez importantes avec je ne sais plus combien de milliers de prototypes. Et ça, on va en parler un peu plus tard. C'est qu'à un moment donné, l'idée c'est bien, mais arriver à transformer l'idée en une solution qui soit faisable, il y a encore des pas derrière. Donc là, je vous parle de comment être créatif, mais c'est un long fleuve tranquille. Derrière, pas forcément. Derrière, il y a encore beaucoup de choses à faire et on va le voir. On va voir comment passer ensuite du rêve à la réalité. Parce que là, il s'est passé 8 ans. 78, 86. Tout à fait. Okay. 8 ans de galère. 8 ans de dure galère. Okay. Et donc, pour créer cette fameuse variation, il est important, on le disait en préambule, de déconstruire ce qui existe pour avoir l'opportunité de faire du nouveau. Si on reste uniquement ancré sur ce qu'on connaît sans le déconstruire, les phénomènes de fixation fonctionnelle vont nous empêcher de voir autre chose. Et donc c'est l'image du Lego. On veut reconstruire un nouveau Lego. On ne va pas simplement enlever quelques pièces et reconstruire, sinon on va partir sur quelque chose, une base qui nous contraint. L'idée c'est qu'on déconstruit tout, on recommence et on a une plus grande liberté. Pour ça, ce qu'il faut, c'est partir du concept dominant. Donc on a défini finalement un champ d'innovation. On a défini un marché pour qui on cherchait à innover. Et sur ce marché, pour répondre aux besoins actuels, il existe des produits, des solutions. Des produits, des services ou des procédés. Donc on part du dominant design dans le domaine sur lequel on travaille, le domaine qui nous intéresse. Et de ce dominant design, on le déconstruit par ses caractéristiques essentielles. Donc des caractéristiques, c'est quoi? C'est évidemment les fonctions ou les constituants du produit. Facile à comprendre, il est constitué de tel élément, telle chose, on déconstruit. Mais ça peut être aussi les interactions du produit avec le reste du monde, avec les éléments proches. Ça, c'est des caractéristiques essentielles. On peut très bien identifier et dire cette caractéristique est essentielle, est importante. Je la considère dans ma déconstruction. J'ai mon dominant de design, il est construit avec ces éléments, avec cette interaction ou ces interactions. L'usage aussi, on va déconstruire selon l'usage. Comment est utilisé le produit, de quelle manière, à quel moment, etc. Les modèles économiques. Est-ce que mon produit, mon bien, mon service, il est vendu, loué, il est en freemium, etc. Et puis la partie valeur, finalement, quelle valeur apporte, et on va déconstruire cette valeur pour dire, finalement, je vais apporter une valeur différente de celle-ci, et donc je comprends mes valeurs. Donc, on définit des caractéristiques sur tous ces axes. On peut faire le choix de ne le faire que sur les constituants, ou bien que sur la valeur, on n'est pas obligé de tout déconstruire dans un premier temps. Et puis une fois qu'on a son dominant design avec toutes ces caractéristiques, et bien à partir de là, on va se recomposer des produits différents. Alors comment on fait? On ne part pas comme ça, sans méthode. On va définir un problème spécifique que l'on veut traiter, qu'on a identifié en amont, on identifie ce qu'on présentait au début, les utilisateurs,
qui on s'adresse, quel est leur besoin, etc. Donc on identifie un problème spécifique. On va formuler une hypothèse précise, dire voilà, ce que je veux, c'est avoir un aspirateur qui ne perd pas en efficacité dans le temps, qui ne perd jamais en efficacité. Voilà, c'est un problème bien spécifique. On ne reste pas flou en disant je veux faire une innovation qui se vende par million, ou bien voilà, il faut définir quand même un problème. Après, on peut reformuler plusieurs problèmes. Hein. Ça peut être une démarche très itérative, mais voilà, on se définit un problème, un objectif à atteindre. Et puis ensuite, on prend toutes les caractéristiques que l'on a déconstruites et on va les bousculer une à une. Chaque caractéristique, on va la bousculer. Ça veut dire qu'on va considérer cette caractéristique et la reconsidérer autrement. Donc, une approche très simple, c'est de dire je supprime ma caractéristique. Dyson l'a fait, je supprime mon sac. Ah bah tiens, ça tombe bien parce que c'est lui la source du problème, je supprime mon sac. Donc je rêve d'un aspirateur sans sac, qui fonctionne sans sac et donc qui ne perd pas en puissance. Et donc là, on construit mentalement un produit d'avenir dans un premier temps. Et on fait ça tour à tour avec toutes les caractéristiques en challengeant chacune de ces caractéristiques. Donc on peut les supprimer, on peut supposer qu'on les fait varier dans le temps, dans l'espace. C'est-à-dire cette caractéristique, je vais changer sa matière, je vais changer sa couleur dans le temps ou dans l'espace, je vais changer sa forme, etc. On peut décider encore une fois, de faire en sorte que les différentes fonctions n'interviennent pas dans l'ordre dans lequel je connais. Ça, c'est vrai sur un service. Un service, il est fait dans un certain ordre, on peut très bien dire, et si je faisais autrement, je commençais par quelque chose, j'ai une étape préliminaire avant de démarrer. Typiquement, la vente de chaussures en boutique, on essaie la chaussure, on achète ensuite. La vente de boutique en ligne, on fait l'inverse. On achète en ligne et puis on essaie quand ça arrive. Et donc du coup, il faut prévoir de pouvoir retourner facilement, simplement avec un bon qui est déjà imprimé, ces chaussures pour dire je veux finalement la taille au-dessus ou la taille en dessous. Oui, sinon tu rachètes pas à nouveau sur. Ouais, tu ne retournes pas, quoi. Donc voilà, en faisant ça, on voit qu'on peut rendre possible des choses où on se dit non, les chaussures, forcément, les gens veulent essayer les chaussures. Ça, c'était l'approche qu'on a dit pendant longtemps. Les gens veulent essayer. Peut-être que les gens veulent essayer, mais si on leur propose des façons différentes, peut-être que les gens vont comprendre que finalement, il y a aussi un intérêt à consommer autrement. Enfin, il y a une possibilité de consommer autrement. Je ne sais pas si c'est bien ou pas de consommer en ligne, hein, c'est pas le propos, mais en tout cas, ouais. Et puis on peut multiplier les caractéristiques. L'exemple du Piaggio MP3, le fameux scooter 3 roues, qui a été pendant très longtemps le leader, et qui je pense est encore le leader, c'est de se dire, bah, finalement, je mets 3 roues à mon 2 roues. C'est un peu ça. C'est de dire, je challenge, j'ai 2 roues, et si j'avais plus de roues, ah bah, finalement j'ai un produit qui est plus stable. Donc je peux garder les pieds sur mon scooter, j'ai pas besoin de poser les pieds à terre au feu, donc s'il pleut ou autre, je me mouille pas les pieds, c'est plus agréable, etc. Il a fallu le mettre au point, hein, derrière il y a du développement. Voilà. Et puis en plus ils ont eu la chance après de tomber en France, de tomber dans une catégorie, de devenir tricycle et plus 2 roues, et en devenant tricycle, ils avaient la possibilité de mettre des moteurs beaucoup plus puissants que ce qu'avaient le droit les 2 roues et pas être limité à 125 cm3. Donc ça a été... Et ça c'était le petit truc qui est arrivé par la suite, une opportunité comme une autre. Donc on va comme ça construire des produits mentalement en bousculant chacune des caractéristiques. Donc on voit que c'est un travail très, très systématique et on parle de créativité dirigée. On pose sur la table un concept dominant et on dit bah, finalement je le reconstruis en changeant telle caractéristique. À quoi ça me fait penser ? Quelle image me vient en tête ? Comment, voilà. Et puis ensuite bien sûr il va falloir faire ce que fait la nature, c'est la sélection naturelle, sous la pression de la sélection, c'est de dire le produit que j'imagine, est-ce qu'il apporte un avantage et est-ce qu'il apporte une valeur dans le champ d'innovation que je me suis fixé. Parce qu'il ne faut pas faire une innovation pour une innovation. Il faut toujours, on fait une innovation pour un segment de marché, pour un utilisateur. Mais on va travailler de manière comme ça à générer des idées. On peut faire des ateliers d'innovation, de créativité sous cet angle-là, en utilisant des outils qui vont aider encore plus à la construction, au challenge de chacune de ces caractéristiques. Donc on va trouver parmi les outils l'outil ASIT, qui est une simplification d'une vieille méthode russe qui s'appelle la méthode TRIZ, qui propose des principes d'innovation. On peut les simplifier et donc faire un atelier avec un facilitateur qui va amener ces questions et avoir une méthodologie très structurée, ben c'est exactement faire ça, mais avec encore plus de facilité. Et des ateliers comme ça, en une demi-journée, on peut, sur une problématique bien ciblée, on peut générer une centaine d'idées. Sur ces 100 idées, évidemment, il faudra les sélectionner. On va repartir peut-être avec 5 idées qui sont assez fortes et qui sont vraiment différentes de ce que l'entreprise avait pu imaginer. Et quand elle est bloquée sur une problématique, se lancer sur un atelier de cette nature-là est vraiment très très efficace en termes de production d'idées. Donc on produit plein d'idées, et puis bah, je vous donne quelques illustrations sur un produit simple, et là je ne prétends pas révolutionner et répondre aux enjeux sociétaux ni environnementaux, mais se dire bah, finalement, prenons l'exemple d'un parapluie. Un parapluie c'est une toile, un mécanisme pour plier la toile, un manche et une poignée.
Et puis si je bouscule chacun des éléments, des constituants, bah, je peux imaginer, tiens, j'ai une poignée différente. Au lieu de tenir ma poignée à la main, je peux la tenir autrement, je peux la tenir sur la tête. Donc si on n'a pas peur du ridicule, on a un parapluie tête, ça libère les mains. Tout comme j'ai un parapluie où je tiens avec mon avant-bras, et ça me libère mes deux mains pour pouvoir éventuellement utiliser mon téléphone ou autre. Je peux avoir un parapluie sans toile, donc c'est un parapluie où je vais utiliser d'autres principes. Là, en l'occurrence, c'est un parapluie qui projette de l'air et qui va donc dévier les gouttelettes d'eau. Est-ce que c'est un intérêt? Je ne sais pas, mais en tout cas, on imagine comme ça des produits qui sont vraiment différents des produits qu'on peut imaginer si on ne cherche pas tour à tour à challenger chacune des caractéristiques. Peut-être un produit Dyson. Parapluie Dyson. Sauf que voilà, parapluie Dyson, très bien, bien vu. Un parapluie asymétrique. On fait de la rupture de symétrie, on se dit finalement, une des caractéristiques de mon parapluie, c'est qu'il est désespérément rond. Est-ce qu'un parapluie carré, triangulaire ou asymétrique n'aurait pas de l'intérêt? Et là, l'intérêt, c'est de pouvoir l'utiliser par grand vent. On n'a pas le phénomène des baleines de vent qui prennent le vent et qui vont renverser le parapluie, etc. J'ai vu les tests qui étaient faits, je ne sais plus si c'était en soufflerie ou c'est assez impressionnant de voir la tenue du parapluie. Et donc on voit qu'avec une méthode comme ça, on peut très rapidement imaginer plein de choses. Et puis après, il faudra se poser la question, finalement, quel intérêt ont chacun de ces produits? Est-ce que ça correspond à... Est-ce que je crée une valeur pour le segment pour lequel je veux innover, etc. Donc il y aura de la sélection à faire derrière. Et donc, mais ça permet vraiment d'aller assez loin dans la démarche. Et c'est une approche qui est totalement différente de finalement ce qu'on a l'habitude de faire. Habituellement, on travaille toujours sur des approches déductives. Quand on a un problème, on veut résoudre un problème, on part du problème et on cherche la cause racine à ce problème et on cherche à résoudre cette cause racine. On est dans une approche déductive. On se dit, j'ai un problème, ce problème il est dû à ça parce qu'il est dû à ça, et donc ça je veux l'éradiquer. Et donc on va ajouter souvent des solutions techniques, technologiques ou autres pour corriger le problème sur un produit existant. On ne fait qu'ajouter. D'ailleurs le cerveau, on rajoute des couches. On fait des lasagnes. Et d'ailleurs le cerveau, il y avait une étude, est sortie, et finalement on est mentalement, de façon naturelle, on est plutôt apte à ajouter qu'à soustraire. On a horreur du vide. Donc on ajoute. Donc c'est facile d'ajouter, mais souvent ça aboutit à des solutions qui sont complexes et donc qui ne sont pas viables, qui ne sont pas faisables, qui ne répondent pas aux besoins. Et donc l'approche que je vous ai présentée, c'est une approche plutôt inductive, c'est-à-dire qu'on part de solutions en rupture, qu'on imagine à partir du concept dominant, on va générer plein de solutions, puis après on va se poser la question, finalement, chacune de ces solutions, est-ce qu'elles apportent une réelle opportunité pour le besoin auquel je m'attaque. Voilà. Mais ça permet d'arriver à des éléments, des propositions de solutions qui sont assez en rupture et ça évite d'être contraint par des obstacles, par des biais, etc. C'est assez facile à mettre en œuvre, on peut l'avantage de faire ça seul, on se met devant sa feuille, etc. Mais aussi en groupe, sous forme de brainstorming ou de travail collectif, avec une méthode qui évite de faire apparaître tous ces biais qu'on a cités au départ, qui s'activent très fortement quand on est en groupe, sous la pression sociale, etc. Ça, je dirais que c'est proche d'une démarche de designer, c'est qu'on va plutôt aller vers la simplification. Alors après, effectivement, comme tu dis, déconstruire, réduire, enlever, c'est vrai qu'il y a une sorte d'attachement qui fait qu'on a du mal à se débarrasser de tout ce qu'on a imaginé. Et c'est vrai que ça génère un stress. Oui. Et donc c'est ça qui n'est pas évident. Et souvent, le designer qui va avoir... qui va facilement avoir plus facilement, je dirais peut-être avoir cette approche-là, va avoir du mal des fois à faire passer ses idées de simplification auprès du client qui va forcément être attaché à ce qu'il a fait, tout ce qu'il a mis dans son produit, quoi. Ouais. Et c'est là où la suite aura son importance, c'est que là on est dans le domaine du rêve, on imagine des produits de façon mentale. À un moment donné, pour justement s'affranchir de ces réticences, à dire non, je veux pas, ça va être de construire le produit. Alors, dans un premier temps, ce sera un produit imparfait, mais construire quelque chose qui va permettre de dire finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Et casser un peu cette réticence au départ à penser autrement, parce que ça fait peur. Ça fait peur. On a l'habitude de voir les choses d'une certaine manière. C'est le fameux « et si on faisait ça ?» Mais non, ça ne marchera pas. Il y a des trucs qui cassent l'innovation. Au lieu de dire « non, ça ne marchera pas », on le tente, on le teste, on le fait. Et là, ça va permettre de se mettre en mouvement. Donc passer à l'action, c'est hyper important. Le passage à l'acte. Et je vois, je fais le rapprochement avec des accompagnements qu'on fait au Design Spot dans le cadre des POC in Labs. Donc c'était du POC, du Proof of Concept, dans les laboratoires. Et donc ils sont au tout début de leur idée. Et le fait d'intégrer dès le POC une approche design
on leur fait se poser des questions, puisque nous, on va passer à l'acte. On a besoin de formaliser, et du coup, le fait de devoir formaliser, de répondre à des besoins d'un marché, que ce soit même au niveau esthétique, fonctionnel, bah, ils se posent d'autres questions et qui, du coup, leur amènent déjà des prémices. Alors peut-être que ce ne sera pas le projet qui sera à la fin commercialisé, il sera complètement différent. Mais au moins, ils se posent déjà très en amont des questions et ça les oblige à décider et d'acter. Et des fois, cette posture-là est vraiment très compliquée pour eux à prendre, quoi. C'est vraiment difficile de... on avait le cas hier d'un apporteur de projet. On lui demandait juste sur une question technique, sur le positionnement de deux bobines entre elles pour savoir si elles devaient être proches ou coaxiales, si on avait un peu de degré de liberté. Mais pour lui, c'était très difficile de nous donner la donnée, parce que pour lui, elle allait être fausse, parce qu'il n'avait pas encore tout testé. Alors que tout ce qu'on lui demandait, c'était est-ce que c'était plus ou moins 10 cm ou plus ou moins 1 cm. Et du coup, de donner une échelle, tu dis, ah bah oui, c'est plutôt dans l'ordre du centimètre, et tout de suite, nous, ça nous permet d'avancer, quoi. On a tendance à vouloir tout décider avec des éléments, et parfois, quand on est sur de l'incertitude comme ça, ce qu'il faut, c'est passer à l'action pour prendre une hypothèse, le réaliser, et puis valider ou invalider, mais en tout cas vérifier que ça marche. Effectivement, se dire, mes bobines, comment je dois les placer, je fais un choix, je dis, voilà, mon produit, ça doit être comme ça, et puis je peux me tromper, j'ai le droit de me tromper, et l'erreur fait partie intégrante du processus. Ça aussi, c'est très difficile dans les cultures de chercher à ne pas se tromper, parce qu'on a peur de l'échec. Alors que l'échec, mais on va le voir plus tard, ce qui est important, se tromper, c'est pas grave, c'est de se tromper rapidement, parce que si on se trompe à la fin, c'est ça, dès le début, si on se trompe à la fin, là, ça peut être critique. Je ne sais pas s'il y a des questions, Yoann, à Alors, prendre. je vais regarder s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, j'en ai quelques-unes à poser. Parce que du coup, on va passer sur l'après. On a imaginé son produit, on l'a rêvé, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour l'instant, je n'ai pas de questions, donc n'hésitez pas à poser des questions pendant la conférence. De toute façon, je vais les reprendre tout à la fin. Moi, j'ai quelques petites questions. Quand tu as parlé de l'exemple du scooter à 3 roues, qui a été une innovation quand même majeure dans le scooter, ça m'a interpellé parce que on t'a fait le lien avec finalement une réglementation qui a évolué. Et du coup, la réglementation pour toi, c'est quoi? C'est une contrainte ou c'est une opportunité? C'est une contrainte, et donc ça devient une opportunité. C'est sous la contrainte qu'on innove le mieux. Parce que justement, quand on a une contrainte qui nous force ou qui nous empêche de faire telle ou telle chose, etc., il faut trouver des solutions pour être plus efficace. Et donc, quand on n'a pas de contrainte, une société qui est prospère, elle n'a pas besoin d'innover. Elle ne cherche pas à innover. Elle est sur un marché qui fonctionne bien, elle a un revenu qui est généreux. Et puis quand elle ne prend pas la conscience rapidement qu'il faut qu'elle se remette à innover, elle se fait des fois rattraper, disrupter. Et puis voilà, Thomas Cook, la plus vieille agence de voyage qui a disparu il y a 3 ans, peut-être maintenant 2-3 ans, voilà, c'est typiquement un exemple de société établie depuis des dizaines d'années qui n'a pas su remettre en cause. C'était avant le Covid, c'est pas lié au Covid. Donc voilà, donc les contraintes sont des opportunités. C'est toujours embêtant quand on a une contrainte, on se dit mince, ça va avoir un problème. Mais voilà, il faut les voir comme des opportunités. Non, ça fait le lien du coup aussi au métier de designer, parce que des fois on fait appel à un créatif en se disant bon, c'est un créatif, il va nous trouver l'idée magique qui va nous faire le produit qui va marcher. Mais la problématique, c'est que souvent on a cette pensée-là, ce biais-là aussi, et de faire appel au designer en pensant qu'il va apporter la solution magique, mais non. Enfin, un designer, ça a besoin de contraintes. Plus un designer, c'est comme un ingénieur, comme tout le monde en fait. Plus on a de contraintes, plus on a bien cerné, on a toutes les informations qui nous parlent du marché, des besoins des utilisateurs, des fonctionnalités qui doivent être apportées. Et puis toute la partie bien sûr esthétique qui est liée au produit, à l'univers. Plus on a d'éléments, plus on a de contraintes et mieux, plus on fera quelque chose d'efficace. Et est-ce que... Oui, j'avais une autre question. Oui, tu dis que une innovation, en fait, c'est une création qui a trouvé son marché. Et ça, c'est-à-dire que... Une invention. Une invention. C'est-à-dire que dans la gradation, donc l'innovation étant le fin du fin, ça commence par d'abord, on a de l'imagination, on imagine des choses, c'est purement mental, c'est ce qu'on fait là. Après, on va passer à la créativité, on va commencer à
avoir des ébauches de solutions, comment je vais le réaliser. Puis l'invention. L'invention, c'est j'ai une solution qui existe, qui fonctionne, mais je l'ai dans un laboratoire, j'ai fait mon proof of concept. Maintenant, est-ce que cette invention apporte de la valeur? Et elle apporte de la valeur si j'ai des preneurs, si j'ai des utilisateurs, des clients, si il y a de l'attraction du marché. Là, ça devient une invention. Une innovation qui reste, qui n'est pas vendue, c'est pas de l'innovation. Même si le terme innover est souvent galvaudé ou utilisé, on dit je suis innovant parce qu'on a fait quelque chose de nouveau dans sa vie, mais l'innovation au sens au sens produit-service, c'est bien ça, c'est bien, il y a un marché. Sans marché, on est juste sur de l'invention. C'est très bien en soi l'invention, mais ça fait pas, une société ne fonctionne pas juste avec des inventions. Juste avec des inventions. Très bien, merci. Mais tu peux continuer du coup ta présentation. Ah, il y a peut-être quelques questions. Merci Clément pour ce petit rappel. Alors, oui, c'est une remarque, innovation égale invention plus marché. Donc ça refait ça fait le lien. On est moins deux à être raccord sur le principe. Tout à fait. Moi, je n'ai plus d'autres questions. Quelles sont les méthodes pour mener son observation et ainsi identifier les besoins de son futur produit? Demande Alexis. Ok, donc les méthodes pour observer, ça va être vraiment de s'immerger complètement avec l'utilisateur dans sa tâche du quotidien, dans ce qu'il doit faire. Et c'est vraiment de l'observer de façon très, très passive, pas interagir. C'est pas forcément le guider, c'est pas lui poser des questions fermées, c'est plutôt l'observer et noter les points. Et puis d'avoir plusieurs points de vue, d'être plusieurs à observer avec du coup des regards différents. Une personne très technique va observer des choses liées à la technique, à comment il utilise telle technologie, etc. Une personne beaucoup plus dans l'expérience utilisateur, dans l'interface utilisateur, etc., va regarder finalement l'ergonomie. Est-ce que pour faire cette tâche-là, il est obligé de faire une suite d'opérations qui ne servent à rien pour arriver à quelque chose d'essentiel, de simple à la fin. Donc voilà, c'est vraiment d'observer, de s'immerger et de ne pas interagir, de ne pas diriger les questions. Est-ce que vous préférez ça ou ça? Est-ce que voilà, ça biaise la réponse. Et ça, du coup, ça me fait écho avec une pensée que j'ai eue. C'est quand tu parlais par exemple de la méthode TRIZ, peut-être que la méthode TRIZ va convenir à un public peut-être plutôt ingénieur, tandis que peut-être que du coup la conception centrée utilisateur va peut-être correspondre justement à des personnes qui auront peut-être des profils plus différents. Et c'est plus il y a de variété justement de profils différents de l'entreprise qui observent ses utilisateurs, et plus du coup on va trouver des solutions différentes. Ouais, complètement. Tu confirmes ça? Oui, je confirme que les méthodes sont plus ou moins adaptées suivant les personnes qui les utilisent. Les méthodes purement créatives, centrées par exemple sur la posture, alors on peut citer les chapeaux de Bono, qui consistent à finalement à prendre un peu des jeux de rôle, à prendre des postures et prendre des positions en disant je joue celui qui est créatif, je joue celui qui est négatif, je joue, etc. Ça va s'appliquer à une population de personnes. C'est plus difficile par exemple avec des scientifiques, des ingénieurs qui ont un peu de mal à se mettre dans ces postures-là. Alors que les approches plutôt centrées sur la déconstruction et la reconstruction, donc comme TRIZ, ASIT, effectivement qui sont des méthodes beaucoup plus dirigées et beaucoup plus presque rationnelles, vont convenir à des ingénieurs assez facilement. Et donc la vraie richesse, c'est d'avoir de la diversité, effectivement. Comme tu disais, c'est de la diversité, ça c'est très riche parce qu'une méthode ne remplit pas toutes les cases, donc il faut être sûr de maximiser les chances de succès et de se dire là j'ai identifié un besoin qui est hyper intéressant et là j'ai une idée qui est vraiment une idée pertinente, de pouvoir utiliser plusieurs méthodes, c'est intéressant. Alors une remarque de Clément Granger, interagir est hyper important. En entretien utilisateur est une technique dans la démarche d'observation. Il permet de mettre l'utilisateur comme sachant de son activité. L'écart entre le prescrit et le réel est l'objet de l'observation. Confronter ce qu'on nous demande à ce qui se fait. Donc c'est un ergonome qui parle. donc l'interaction avec l'utilisateur pour lui est importante dans la démarche d'observation. Ça, tu es en phase avec ça? Ouais, ok. Très bien. Merci Clément. Et donc on en est à l'étape où on a plein d'idées. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors juste un petit
petite parenthèse pour expliquer pourquoi c'est important de faire ce qu'on va faire derrière, c'est finalement cet exercice donc, qui est proposé dans la théorie, méthode et organisation de la conception innovante d'Armand Actuel et puis d'autres co-auteurs, c'est de dire, ils ont fait un test à des personnes, c'est j'ai 4 bâtons et en déplaçant un bâton, j'essaie d'afficher un carré. Si on pose cette question, et je la pose moi souvent en exercice quand je suis avec des étudiants ou des groupes, évidemment, personne ne trouve la solution parce que tout le monde essaie d'afficher un carré qui est la figure géométrique, le quadrilatère, 4 côtés égaux et des angles droits. Et on tombe sur le biais de confirmation qui est, je suis parti sur le biais d'ancrage, pardon, je suis parti sur une idée. J'ai vu carré pour moi c'est la figure géométrique. Donc on essaie de formuler ça. Une des solutions qui existe, c'est de déplacer un bâtonnet pour faire un 4. Le 4, c'est quoi? C'est le carré de 2. Donc c'est bien un carré, on parle bien d'un carré, simplement on n'a pas parlé du même. Donc d'où l'importance de vraiment se comprendre. Et pour ça, pour se comprendre, on voit que les mots ou même les écrits ne suffisent pas, puisque je l'ai dit et c'était marqué, et qu'il faut peut-être passer par d'autres représentations pour être sûr de voir la même chose. C'est que là, carré, moi je m'attendais au carré de 2 et le carré dans le commun des personnes, mais je m'attendais à ça parce que j'ai orienté l'exercice, mais je suis tombé dans le piège au départ, on pense au carré, figure géométrique. Si je vous avais mis ça si j'avais mis ça en premier en disant voilà, je vous mets ça, on se dit ah tiens, là il est en train de me parler d'un carré et peut-être que ça oriente la solution et peut-être que là on se comprend, quand il dit carré, il parle pas de la figure géométrique, il parle de ce carré là. Et donc là c'est différent. D'où l'importance de rendre les choses tangibles, de les décrire autrement que par des mots et par de l'oral. Et donc c'est la fameuse notion de prototypage, c'est de passer finalement son idée, de rapidement la réaliser. Ça peut être un dessin dans un premier temps, puis progressivement de la réaliser, pour pouvoir échanger avec d'autres et faire comprendre ce que l'on a en tête et pouvoir ensuite, à plusieurs, retravailler cette idée, faire émerger de nouvelles solutions, relancer la créativité, etc. Donc c'est important de passer à l'action et de matérialiser ces idées. Alors on se dit, ah oui, mais moi je suis en train de travailler sur un produit hyper technologique, matérialiser mon produit tout de suite, c'est pas possible, il me faut 2 ans. Laissez-moi 2 ans, je vais partir dans mon laboratoire et dans 2 ans je ressors avec un proto. Sauf qu'on n'a pas le temps. Et donc il faut quand même trouver des solutions. Donc les protos, quand on parle proto, c'est pas seulement un proto technologique. Ça peut être un storytelling. On travaille sur un service, on décrit son service à travers des images, à travers une BD, à travers quelque chose que l'on scénarise. On met en œuvre des personnages qui vont être des personas de son segment de marché. Et comme ça, on est sûr de faire comprendre. Et puis avec ces éléments-là, on se dit, ah oui, mais si on fait ça, ça va coincer avec ça. Donc, et voilà, on identifie des choses que l'on peut revoir, on peut améliorer. Ça peut être évidemment des protos technologiques. Et aujourd'hui, et nous on travaille comme ça chez InnoWide, on a la chance de trouver des fonctions électroniques réalisées par des petits modules que l'on va intégrer les uns avec les autres et réaliser des fonctions plus complexes de manière assez simple. Et en quelques heures, on peut réaliser des fonctions complexes, là où il y a des décennies, c'était très compliqué. Donc il faut profiter de cette opportunité et ne pas avoir honte de faire un proto avec des fils, comme on le faisait quand on était à l'école, même maintenant sur des sujets qui sont très sérieux et qui s'adressent, où l'objectif c'est d'imaginer un produit qui sera industrialisé. Parce que sur les premières étapes, c'est important de mettre en œuvre, quels que soient les moyens pour y arriver. Donc on a quelque chose qui n'est pas présentable, mais qui n'a pas pour vocation à être embarqué tel quel dans la solution finale. C'est juste dire, voilà, je fais des essais, je fais des mesures, et je vais permettre d'identifier avec ça si je suis sur le bon chemin. Donc ça, c'est important de passer à l'action et de prototyper. Et cette étape-là, il faut la mettre en œuvre tout de suite après la phase d'idéation. Et elle a donc pour objectif de construire de la connaissance. Donc là, on est vraiment dans de la construction de connaissances. Ce que l'on fait quand on fait de la R&D, c'est qu'avec ces protos, on ne va pas seulement les regarder, pas seulement comprendre ce qu'on fait, mais on va pouvoir expérimenter. Conduire des expériences et dire, voilà, j'ai un doute là-dessus, j'ai une question là-dessus, j'utilise mon proto, je fais une expérience, je mesure, et j'en tire des chiffres, des valeurs objectives. Et de ces valeurs objectives, je vais construire donc de la connaissance. Soit c'est de la connaissance marché, je vais voir des futurs utilisateurs et je leur fais maniper mon proto, etc. Et donc c'est de l'interaction avec les utilisateurs sur un produit qui commence à se définir. Soit je vais au laboratoire, je fais des essais et je mesure très finement des performances, des éléments, paramètres. Soit avec ces éléments-là, je commence à chiffrer combien pourrait coûter la construction de mon produit. Est-ce que c'est viable? Est-ce que je suis économiquement... l'équation économique est correcte, elle va pouvoir s'équilibrer. Voilà, enfin c'est tout ça. Donc on construit de la connaissance. Donc ça c'est important
de se dire que je suis sur l'innovation et donc j'ai besoin, si on n'a pas de connaissances, de nouvelles connaissances, on n'innove pas. Et tu parles de connaissances, mais quand je t'écoute, et pour l'avoir pratiqué aussi avec des industriels, ce type de séance de travail où on matérialisait des maquettes très simples des différentes idées qui avaient été trouvées, ça crée du lien aussi. C'est-à-dire que entre les équipes, les utilisateurs, il y a du lien qui se crée. Enfin, il y a de la communication, il y a du lien, donc il y a de la connaissance. Et ça, du coup, ça fluidifie. J'ai le sentiment que ça fluidifie les échanges. Et du coup, ça permet aussi de voir même son propre métier sur différents angles. Et du coup, ça permet peut-être de créer une société qui est plus plastique. Beaucoup plus d'interaction entre des métiers qui n'ont pas l'habitude d'échanger. Ouais. Et là, on échange effectivement sur quelque chose où on manipule tous la même chose. Donc, il n'y a pas cette barrière où on a des vocables différents, on utilise des notions différentes. L'exemple du carré, le carré, c'est pas pareil pour les différentes personnes. Si on manipule un produit, on manipule, qu'on soit designer, mécanicien, électronicien, informaticien, on manipule le même objet. Et donc, ça facilite les échanges. Et ça fait quelque chose qui existe difficilement dans les entreprises organisées traditionnellement en silo, finalement, où chacun est dans son bureau d'études et chacun fait son métier. Et donc on n'a pas l'habitude de se parler. Et quand on veut se parler, on ne se parle pas un langage commun. Et donc on a du mal à se comprendre. Là, ça crée un socle de langage commun. On voit tous la même chose. On voit tous le même objet. Donc là, il n'y a plus débat. On manipule le même objet, on touche. Des choses qui sont... En plus, il n'y a pas de stress de faire quelque chose d'absolument esthétiquement irréprochable ou c'est assez brut et c'est des matériaux, pour l'avoir pratiqué, des choses, des Lego, du carton plume, du carton, du pliage, du découpage, des choses que tout le monde peut faire, il n'y a pas besoin d'être... Niveau maternel, ça passe. Ça passe, ça va pas à modeler, ça passe. Et donc c'est important. Et donc quand on fait un proto, il faut surtout se demander finalement pourquoi est-ce que je fais un proto, quel est l'objectif. Donc on a une étape où on a une idée, on se dit maintenant... qu'est-ce qui fait que mon idée, je la conserve ou je la rejette à ce stade? Et donc, c'est ça qui va diriger le proto qu'on fait. On ne fait pas un proto pour faire un proto, on fait un proto pour avoir quelque chose, un élément à la fin qui permet de tester et d'obtenir une nouvelle connaissance qui va permettre de décider. J'ai une nouvelle connaissance, et avec cette connaissance-là, je peux décider, parce que j'ai les éléments pour décider. Je ne décide pas comme ça dans l'inconnu, je ne décide pas en jetant les dés, je décide parce que... Donc il faut d'abord identifier ça avant de faire le proto et pas se lancer dans la construction d'un proto pour le proto, parce que sinon l'ingénieur électronicien va jamais être satisfait de ce qui est fait, il va dire mais non, ça c'est pas un proto, ça marche pas, et puis c'est tout buggé, et puis etc. Ainsi de suite. Donc, alors que si ça répond parfaitement à l'objectif, à quelque chose qui marchote, mais que ça permet de répondre à la grande question qu'on se pose à ce stade-là, on a répondu à l'objectif. Donc sinon on a tendance à vouloir mettre la barre trop haute et on sort jamais de ce processus on veut toujours atteindre la performance. Alors donc pourquoi prototyper, on l'a dit, c'est partager un concept avec des mots et un vocable qu'on comprend, avec des notions qu'on comprend, c'est appliquer à la pression de sélection, c'est avec ce concept on va pouvoir expérimenter et finalement faire ce que fait la nature. Si on a généré plein d'idées et on va dire ça je conserve, ça je rejette. C'est manipuler ensemble un produit, toucher les utilisateurs réels, etc. Tester une conception détaillée, valider les formes, les matières, les procédés de fabrication. Donc il y a plein d'objectifs à définir et on va faire un proto pour un de ces objectifs, détecter des problèmes, améliorer, etc. etc. Et donc pas chercher à faire le proto idéal tout de suite parce que il faut sortir quelque chose rapidement, même si c'est imparfait. Et ne pas avoir honte, comme disait Reid Hoffman, un des cofondateurs de LinkedIn, une citation que je reprends souvent, c'est qu'effectivement, si on n'a pas honte de son produit, c'est qu'on l'a sorti trop tard. Donc, souvent, c'est un peu ce travers, c'est qu'on ne veut pas sortir parce qu'on se dit c'est pas fini. On veut sortir que le produit fini, mais bon, c'est trop tard. Il faut être dans l'interaction très très tôt, très en amont. Donc ça, il ne faut pas hésiter à aller vite sur ces étapes-là. Et donc maintenant, on a vu, on cherche le besoin, à comprendre le besoin, on fait de l'idéation avec des outils, en l'occurrence très, très inductifs, on va imaginer des produits. Et puis on prototype, on passe à l'action une fois qu'on a des idées. Comment j'organise ça? Est-ce que c'est un processus linéaire? Combien de temps ça prend? Voilà, ça c'est intéressant de savoir ça, puisque après il faut mettre tout ça en musique. Et donc c'est l'objet de cette partie. Donc on a vu qu'il y avait 3 grandes phases. La phase inspiration, qui est je sens l'air du temps et le besoin, et j'identifie un besoin, un champ d'innovation sur lequel je veux me pencher.
une problématique très forte, très spécifique. Après, je fais ma phase d'idéation, et puis ensuite, je vais progressivement aller vers de la création et du développement produit. Et comment j'organise ces 3 grandes phases? Eh bien, on peut très bien se dire, je vais l'organiser avec ce que je connais des managements de projet. Donc, un des processus largement utilisés et souvent enseignés, c'est le fameux cycle en V. On représente finalement toutes les étapes d'un projet par des boîtes qu'on réalise en cascade, les unes après les autres. On le représente en V parce que ce que l'on fait en remontant, ça sert à valider ce qu'on a fait en descendant. Et donc, c'est un processus très linéaire où on entame l'activité suivante que quand l'activité précédente est finie. Et donc on démarre par l'analyse du besoin, les spécifications où on dit voilà, je veux développer ce produit qui aura telle forme, telle couleur, telle performance. Donc on est très fermé. Une fois qu'on a ça, on dit à partir de là, et seulement à partir de là, je peux commencer la conception de mon produit, ainsi de suite. Ce qui est dangereux dans ce processus, quand on est sur de l'innovation majeure et de l'innovation en rupture avec ce que l'on connaît, c'est qu'on va détecter un écart avec les attentes des utilisateurs, ou une non-viabilité de mon produit, vraiment très tard dans le processus. Donc on aura dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et donc ça sera difficile de faire marche arrière. Donc souvent ce qu'on fait quand on est sur des processus comme ça, c'est qu'on dit dans mes spécifications, je tends à être conservateur, parce que si je vais sur des choses trop en rupture avec ce que je connais, je vais peut-être me planter. Donc je suis conservateur, et donc on fait de l'innovation incrémentale tout au mieux, mais on a du mal avec ces processus-là à aller au-delà de cette innovation incrémentale. On suit la tendance et on suit les développements de produits, on part du produit d'avant, on l'améliore, et on en fait un produit N+1 et ainsi de suite. Donc il faut casser cette idée-là. Et puis comme on a dit qu'il fallait prototyper le plus tôt possible, il faut avoir une approche qui est beaucoup plus rapide, où on sort des prototypes beaucoup plus rapidement. Et donc l'idée, c'est d'avoir un processus itératif où on va finalement réaliser un cycle très court plusieurs fois. Donc l'idée, c'est de partir d'une vision. On a une vision, donc là, c'est pas un cahier des charges, parce qu'on ne sait pas où on veut, mais on a fait de l'idéation, on a défini finalement un produit ou un service à développer. Donc on a cette vision, on essaie de la formuler assez précisément, mais on sait qu'on va dire des choses fausses, donc on fait des hypothèses, et on va chercher à valider que cette vision est exacte ou pas, en avançant étape par étape, et donc c'est la courbe brisée, où on avance, on teste, on réoriente, parce que les tests montrent qu'il faut un peu plus de ceci, un peu moins de cela, etc. Et donc la courbe est brisée parce qu'on avance en réorientant au fur et à mesure les choses, pour finir vers une innovation majeure qui aura, et donc là l'échelle verticale, c'est l'échelle de la valeur ajoutée, qui aura peut-être même plus de valeur que la vision qu'on avait du produit, parce qu'on aura découvert de nouvelles choses, parce qu'on sera plus juste dans l'approche qu'on a. L'approche traditionnelle, c'est celle qui est en bas, c'est la flèche toute droite en très plein, qui va vers l'innovation incrémentale finalement. On vise tout de suite, on sait exactement où on va, et on y va de manière très linéaire. Mais c'est très difficile d'apporter de la valeur dans ce cas-là. Et donc ce processus itératif, c'est finalement ce qu'on appelle les méthodes agiles en développement informatique. Donc ça, c'est assez connu en développement informatique. Mais finalement, cette approche-là et les principes de cette approche-là peuvent s'appliquer à n'importe quelle typologie de projet, que ce soit pour faire du développement de services, du développement de produits avec du hard, des choses électroniques ou des choses mécaniques à développer, aussi bien que du développement soft, du développement logiciel. Donc ça, c'est important de bien comprendre les principes et de les appliquer à n'importe quelle typologie de projet. Alors, bon, je connais pas bien les méthodes d'innovation dont tu me parles, mais pour moi ça paraît logique, mais je ne connais pas bien aussi non plus l'histoire de toutes ces méthodes, mais j'ai l'impression que le développement justement de toutes ces interfaces, des applications, a amené vraiment aussi un vent nouveau sur le développement produit, parce qu'on s'est rendu compte, grâce aux applications, que l'expérience utilisateur était essentielle pour créer une innovation qui réponde vraiment à un besoin. Et que, avec les applications, il suffit très facile de l'installer, c'est très facile de désinstaller. Ouais, un produit, une fois qu'on l'a acheté, on fait avec. Ouais. Mais du coup, on arrive maintenant, j'ai l'impression, à être beaucoup plus conscient de l'intérêt de l'expérience utilisateur et de la performance donc de notre solution qu'on va développer, parce qu'on aura vraiment fait attention à tout ce parcours utilisateur pour que ce soit le plus efficace possible. Ouais, je confirme ça. Ouais, je confirme, et c'est vrai que les produits aujourd'hui sont de plus en plus à logiciel prépondérant. Donc c'est vrai qu'aussi même un produit hardware, beaucoup de fonctionnalités sont réalisées par du logiciel et donc offre cette possibilité d'être agile, et donc c'est pour ça que les développements agiles sont de plus en plus utilisés finalement dans le développement produit. Ouais, dans le développement produit.
Donc voilà, il faut avoir ce développement orienté développement agile, et donc en utilisant les principes. Donc les principes, c'est lesquels? C'est finalement de travailler sur des temps courts. Donc nous, on parle de sprint de 3 semaines, où on se dit pendant 3 semaines, et ça fait partie vraiment de nos objectifs, c'est de se contraindre dans le temps, mettre une contrainte. Là où on a dit les contraintes poussent l'innovation, là c'est pareil, la contrainte c'est le temps. On dit on a 3 semaines et pas plus. On se donne des objectifs au départ, que l'on sait réalistes dans ces 3 semaines. On va voir que ces objectifs, on ne les sort pas d'un chapeau et qu'il faut les prioriser. Le premier sprint, on ne fait pas les mêmes objectifs que les sprints plus en avance. On se donne des objectifs, on les réalise et on travaille efficacement pour les réaliser parce qu'on est contraint par ces 3 semaines. Ça va nous pousser peut-être à être astucieux, à trouver des solutions pour contourner un problème et à faire différemment de ce qu'on ferait un puriste qui travaillerait sur le sujet. Et donc au lieu de développer, si on faisait du logiciel ou de l'électronique de façon très rigoureuse, on va accepter d'utiliser des produits existants, de les hacker, d'utiliser des choses existantes pour aller vite parce qu'on a très peu de temps. Au final, on a un produit on atteint les objectifs voulus et on peut conduire des expérimentations. C'est bien ça l'objectif, c'est pas l'objectif d'avoir un produit qui a été bien fait selon les qualités demandées ou selon l'état de l'art. Non, on a un produit qui permet d'atteindre des objectifs. Et avec ces objectifs et ces mesures et ces expérimentations, on peut, les résultats, orienter le sprint suivant. Donc on va replanifier le sprint suivant et ainsi de suite. Mais donc en avançant comme ça, on ponctue, toutes les 3 semaines en l'occurrence, après la période peut être variable, on ponctue le projet de construction de nouvelles connaissances. Et donc on avance, pas dans l'inconnu, mais on avance en faisant le point régulièrement. On est dans l'océan, régulièrement on s'arrête et on prend au sextant de la position et on se dit, bon, je suis là, ok, maintenant je vais par là. Et on avance. Donc c'est du travail en sprint. On parle aussi de design sprint dans le design par exemple, où c'est de dire sur des délais très courts, je fais un cycle complet de réalisation. Et donc par quoi on commence? On se fixe des objectifs. Je vais me fixer quoi comme objectif au départ? Donc pour les nostalgiques de Retour vers le futur des années 80, si le docteur Emmett Brown développe sa machine à remonter le temps, il se dit mais par où commencer? Si on pose cette question, il est évident qu'on va lui conseiller de ne pas commencer par construire sa DeLorean, de la customiser, mais plutôt par s'intéresser à ce qui est à l'intérieur, qui est le système à remonter le temps, parce qu'on sent bien que c'est là qu'est la difficulté. S'il construit toute sa voiture puis qu'il se dit bon maintenant elle est prête, j'ai plus qu'à mettre le système dedans, il faut que j'invente le système, peut-être que là on se dit oh, t'as peut-être attendu un peu longtemps avant de t'attaquer au problème qui est crucial. Donc le vrai problème, donc, quand on veut prioriser, c'est qu'il faut identifier ce qui est le plus risqué, le plus incertain. Et commencer par ça. Commencer par ça et uniquement par ça. Mais c'est frustrant et c'est pas du tout l'approche qu'on a traditionnellement parce qu'on a le sentiment de ne pas faire avancer le projet. Alors que c'est tellement plus simple de commencer par développer la voiture. Le projet avance, les curseurs avancent, tout le monde est content, etc. Parce qu'on est encore dans cette culture de la qualité du coût-délai où on nous dit vous en êtes où dans le projet? On avait prévu d'être là et on est là. Ok, mais là il faut oublier ça, il faut être centré produit et pas centré planning et se dire vous avez tout dans le projet. Et j'avais des incertitudes et progressivement les plus incertaines, les plus risquées, je les check. Et puis là j'ai un vrai problème, je réoriente, mais je réoriente au plus tôt, j'attends pas la fin. Donc c'est vraiment c'est contre nature, mais c'est comme ça qu'il faut travailler. Et l'élément important, des fois c'est pas forcément la technologie, mais des fois ça va plutôt être l'usage. Ouais. Et c'est essayer de savoir... Se dire, est-ce que ce que je propose, l'usage va être accepté? Est-ce que les gens vont comprendre ce qu'il faut faire, etc. Et donc, on met en place ce qu'il faut pour solliciter l'usage, pour interagir et mesurer l'usage, quelle que soit la technologie utilisée. Parce que souvent, pour travailler dans un secteur avec des ingénieurs ou des personnes qui travaillent dans des laboratoires, donc des têtes très bien faites qui travaillent sur des systèmes très complexes, et du coup qui sont déconnectés de la réalité après du marché, de l'usage. Et des fois, ils font des systèmes très, très, très efficaces, qui répondent bien à leur... en termes de performance, technique. En termes d'usage. Mais après, dès qu'il faut le transvaser au niveau de l'usage, là on se rend compte et des fois il peut se passer beaucoup de temps avant de se rendre compte que finalement c'était pas la bonne direction à prendre. Complètement, c'est pas évident, mais donc faut vraiment... Et donc, il faut commencer par ce qui est le moins intuitif. Si on divise le monde en 4, pour faire simple, avec sur un axe valeur, un axe risque, on va commencer par ce qui a le plus de valeur et ce qui présente le plus de risque. Une fois qu'on a identifié et qu'on a dérisqué, qu'on a levé les incertitudes, on va rester sur ce qui a le plus de valeur et qui est moins risqué. Puis ensuite, on va prendre ce qui est risque faible et le moins de valeur. Et puis, ce qui est très risqué avec peu de valeur, finalement, on va peut-être même pas le faire.
C'est-à-dire qu'on va se dire, ça c'est l'option qui sera pour atteindre très rapidement un objectif qui est de construire ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, c'est un produit minimum viable, c'est le produit avec juste les fonctions qui apportent de la valeur à l'utilisateur, et toutes les autres fonctions qui sont de l'option, c'est du plus, du nice to have, et ça sera développé pour plus tard, éventuellement même on le garde pour avoir ces fameuses versions et avoir toujours une longueur d'avance avec ses concurrents. Donc voilà. Donc il faut vraiment travailler comme ça. Et malheureusement, c'est contre-intuitif, et on a tous tendance à vouloir faire l'inverse, à commencer par ce qui avance le plus vite. Et on risque de tomber dans ce qui nous rappelle la progress bar en informatique quand on installe un logiciel. Voilà, c'est que la barre avance très vite au début, on est satisfait, on se dit plus que 2 minutes, mon téléchargement termine en 2 minutes, et puis on ne sait pas pourquoi, mais arrivé à 99%, ça se met à ramer, et ça se finit jamais, on a perdu son temps, on est obligé de recommencer. Donc si ce qui s'est produit à la fin, on l'avait identifié au début, on s'est trompé plus rapidement, on n'a pas perdu son temps, et on peut ajuster et changer d'orientation. Voilà. Et donc, pour terminer, tous ceux qui veulent faire de l'innovation, donc il existe des méthodes, des façons de faire. Ce que je dis, c'est qu'il faut oser se lancer. L'échec, se tromper en innovation, c'est pas un problème. Que le véritable échec, c'est celui de ne pas avoir le courage d'oser. C'est pas moi qui le dis, donc c'est l'abbé Pierre. Ok. Et voilà. C'est une belle phrase de fin. Merci Damien. Effectivement, moi c'est. Voilà, l'échec, à partir du moment où on se met en route, n'existe pas. Enfin, c'est que de l'expérience, en fait, de l'apprentissage. Et mais des fois, on peut se planter. Et puis, on a appris plein de choses aussi sur soi aussi, je pense. Ouais, et puis on grandit. C'est pour ça que c'est important de bien prendre conscience qu'on construit de la connaissance. Parce que peut-être que ce qu'on a construit là, qui est de l'échec, va resservir un peu plus tard, en se disant je me rappelle. Et là, on va sortir la vraie innovation ou l'innovation, le succès, cette fois-ci, qui va reposer parce qu'on s'était trompé. Effectivement, peut-être dans notre culture, des fois, l'échec est peut-être pas suffisamment valorisé, même au sein même des entreprises, où tu es en échec, donc tu es un mauvais élément, tandis que non, justement, tu es un bon élément puisque tu as acquis de l'expérience et d'expertise par rapport à ce que tu as vécu. Très bien, merci beaucoup Damien. Je vais aller regarder s'il y a quelques questions. Il y a une question, me dit Clément. Ah là, maintenant je les vois. Dans les méthodes agiles, on parle souvent d'incrémental et d'itératif, mais quelle différence exacte y a-t-il entre les deux? Pouvez-vous nous faire l'un sans l'autre? Donc entre incrémental et itératif. Ouais. J'ai pas de choses pour... ça va être compliqué comme ça, mais... il y a une approche qui consiste à construire son produit progressivement. Donc à chaque incrément, à chaque cycle, on va ajouter et construire son produit. Et l'autre, ça consiste plutôt à construire un produit qui est imparfait et à le rendre de plus en plus parfait. C'est-à-dire que si on observe les performances, les critères de performance de son produit, en fait, à chaque cycle, ça va augmenter. Alors que l'autre, on a un produit où on a une partie du produit, puis les cycles suivants, on a construit la partie suivante, ainsi de suite. Donc c'est ces deux approches. Elles peuvent être complémentaires, on peut avoir les deux, ça dépend totalement après quelle est la meilleure, ça va dépendre de la nature du produit, etc. Prendre un exemple peut-être, c'est souvent l'exemple qui est pris, c'est l'exemple où on imagine peindre un tableau. Il y a plusieurs façons, si on peint un tableau globalement, mais on commence par faire les contours, puis on rajoute les premières couleurs, puis on rajoute, etc., puis on met les définitions, etc. Ça va être de l'itératif incrémental, de l'itératif, pardon. Et puis il y a l'incrémental qui est, je dessine une partie de mon tableau, mais complète, puis je dessine une autre partie complète, ainsi de suite. Là, on est sur l'incrémental, on incrémente son produit. Donc deux approches différentes. Bon, après, aller plus dans le détail, là, c'est compliqué, mais les deux peuvent être utilisés. On peut avoir dit, il y a les lasagnes d'un côté et les spaghettis carbonara de l'autre. Non, ton image était mieux. Non, j'ai embrouillé un peu les choses. Moi, j'ai une question. Tu parles de capitaliser. Tu as utilisé souvent ce mot-là. Est-ce qu'il y a des outils pour capitaliser? Parce que pour avoir fait cette expérience dans certains projets, effectivement, on a créé, on a eu plein d'idées, qu'on a matérialisées, qu'on a écrit sur des post-it ou des feuillets. Ensuite, on a maquetté. Et donc tout ça, une fois qu'il y a eu toutes ces itérations qui sont passées, on a choisi au fur et à mesure nos solutions, il y a tout un tas d'idées ou de maquettes qui sont, du coup, qu'on oublie. Enfin, ceux qui ont participé les ont en tête, mais je veux dire,
c'est souvent mis à la benne et puis on va recommencer sur un autre nouveau process. Donc est-ce qu'il y a des moyens, des outils pour capitaliser vraiment de manière matérielle, ou est-ce que non, c'est une capitalisation humaine, du coup on a tous eu une expérience qui fait qu'après, quand on aura un nouveau projet, on va se servir de cette expérience-là. En termes d'outils, je ne saurais pas répondre, je n'aurais pas de réponse effectivement. Donc c'est avant tout effectivement, une capitalisation humaine, un enrichissement personnel, mais c'est pas satisfaisant pour une organisation parce qu'on sait bien que les personnes restent pas dans une organisation forcément toute la vie professionnelle. Et donc un des moyens qui peut être pas mal, c'est de voir donc tout ce qu'on construit comme des poches de connaissances et de représenter ces poches de connaissances. De dire, au départ, j'avais telle connaissance du domaine de l'utilisateur, des connaissances techniques liées au concept dominant présent. Puis j'identifie des concepts. Puis pour tel ou tel concept, je vais vers des nouvelles connaissances. Donc j'identifie une poche de connaissances. Et cette poche, je vais la remplir. Donc j'identifie un domaine. Je vais, parce que j'ai des expériences, apporter des éléments de réponse. Donc on peut comme ça construire avoir des poches de connaissances et les représenter graphiquement sous forme de domaines qui sont plus ou moins disjoints en fonction de la connecte, si c'est des domaines connexes ou pas. Et puis enregistrer toutes les expériences qu'on a fait, toutes les données quelque part, et puis pouvoir faire le lien parce que c'est identifié. Donc c'est quelque chose d'assez plutôt visuel, mais pas outillé avec un outil spécifique. Et il existe certainement des outils. Okay. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une compétence une personne qui va avoir qui va récupérer toutes ces informations pour les organiser. Donc c'est plus une compétence interne à l'entreprise. Il y a une organisation à mettre en place pour faire de l'innovation, effectivement. Il y a ces outils-là, mais après il y a l'organisation pour capitaliser, pour entretenir aussi ces méthodes, former les gens à ces méthodes, les motiver à être toujours plus curieux et innover, et capitaliser ce qui a été fait, enregistrer ce qui a été fait, et identifier finalement quelles sont les connaissances que l'entreprise a construites à travers les différents projets d'exploration. Et des fois, ne vaut-il pas mieux, là je prends un peu le contre-pied, justement ne pas capitaliser pour justement oublier tout ce qui a été fait, parce que on ne va pas créer un nouveau monde avec des idées, des vieilles idées. Donc est-ce que des fois il ne faut pas, tant pis, table rase, on oublie tout et on recommence et puis on intègre des nouvelles personnes et des nouveaux cerveaux. Alors, c'est pas avec la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique, effectivement, donc il faut savoir jeter le passé parfois pour refaire, c'est un peu l'objet de la déconstruction de ce qui existe. Travailler avec une organisation ouverte, c'est important, donc c'est l'open innovation ou l'organisation ouverte, c'est important pour justement faire rentrer des nouvelles têtes et des nouvelles... aller jusqu'à dire je ne capitalise pas et comme ça je me donne l'opportunité, je me force l'opportunité de repartir d'un état plutôt vierge. Le danger, c'est de refaire, de reconstruire des connaissances qu'on avait précédemment. Donc là, pour le coup, on va voir l'échec comme un vrai problème. C'est à dire, je suis en échec, c'est pas très grave, j'ai acquis des connaissances qui me montrent que ce que j'ai imaginé ne marche pas, mais cette connaissance, elle m'a coûté, pour la construire, je l'ai, ça m'appartient, je capitalise là-dessus. Si on imagine qu'en plus, on la jette, et on dit la prochaine fois, je repars exprès de zéro et j'oublie ce que j'ai fait, là, c'est double peine. Donc c'est quand même important de garder les connaissances. C'est plus dans la démarche de trouver des solutions qu'il faut forcer avec des outils comme ce qu'on a présenté là, forcer pour éviter pour sortir de ce qu'on connaît, justement, et sortir de ce biais. Et puis on ne peut pas empêcher les gens d'avoir des connaissances. Le stylo de Men in Black là, qui efface la mémoire n'existe pas. Donc même si on ne garde pas, l'entreprise ne garde pas les choses, chaque personne arrive avec sa propre... donc de toute façon, il y aura toujours ce biais de dire j'ai du mal à m'extraire de ce que je connais. Et c'est pas en ne capitalisant pas les connaissances que ça améliore ça d'un point de vue individuel. Okay. Et du coup, est-ce qu'il n'est pas bon quand on recommence un projet, de représenter là où on en est, dans l'état des connaissances actuelles de l'entreprise sur ce type de projet, pour que tout le monde sache un petit peu où en est l'entreprise, et après de se dire ok, bon, on a tout ça, et maintenant il faut qu'on trouve d'autres choses. Est-ce que c'est bien de faire un rappel? Oui, c'est bien. C'est la théorie CK, qui est une théorie un peu longue à expliquer, et puis je ne suis pas expert. La théorie CK, c'est la théorie de la connaissance et du concept. C'est une théorie qui permet d'expliquer comment raisonnent les innovateurs, et qui dit finalement on raisonne à la fois par concept dans un domaine, dans un monde de rêve où tout est possible, et on fait appel à des connaissances très, très dures, où là on a des vérités qui ont été démontrées.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir toujours ce parallèle, et on peut représenter ça par les concepts qu'on développe et les poches de connaissances, et on fait des liens entre les deux. On dit, pour ce concept-là, ça fait appel à telle connaissance. Et donc, en construisant ça régulièrement, on voit les connaissances utiles, et on voit celles qui, du coup, que l'entreprise a, dispose ou a construit, et puis les connaissances qui ne sont pas connues dans l'entreprise. Et donc ça permet à l'entreprise de piloter ça et de se dire, pour aller sur tel domaine, j'ai besoin d'avoir telle connaissance, donc soit je construis moi-même ces connaissances par de l'expérimentation, soit je vais chercher ailleurs par du partenariat, parce que je travaille en organisation ouverte, je vais chercher des sociétés ou des partenaires qui vont m'amener cette connaissance, des experts. Donc effectivement, il faut le construire, il faut savoir où on va, savoir quelle est la connaissance au départ, et quelle connaissance est nécessaire à construire pour développer ma solution. Très bien. Merci Damien. Alors nous n'avons plus de questions. Pour moi, c'est. Et puis je crois qu'on est pas mal en termes voilà, de timing. On a fait le job. Merci beaucoup Damien. Merci Yoann, c'était très, très agréable en tout cas. Bon chouette, tu reviendras. Avec plaisir. Très bien. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence et puis je vous dis à très bientôt donc pour la prochaine conférence, si ça vous intéresse bien sûr, sur l'éco-design avec Frédéric Cadet, voilà, le 10 mars. Merci beaucoup.